Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte a décidé de régner sous le nom de Napoléon III et pas de Napoléon II ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a là tout un symbole. Si le nouvel empereur choisit de porter le numéro 3, c'est qu'il considère qu'il y a bien eu un numéro 2. Si Napoléon II, ça ne vous dit rien, l'Aiglon, ça doit vous parler davantage. Un peu. L'Aiglon, c'est le fils de l'Aigle, autrement dit de Napoléon Ier. Et Napoléon II a régné du 22 juin au 7 juillet 1815. Enfin en théorie, parce qu'en pratique, c'est difficile de parler de règne à part entière pour 3 raisons. D'abord parce qu'il avait 4 ans. Ensuite parce qu'il n'était pas en France à cette époque. Et enfin et surtout parce que ça a duré 15 jours. Un règne de papier donc, un des plus brefs de l'histoire de France. Mais l'histoire de l'Aiglon commence 4 ans plus tôt, en 1811. Vous vous souvenez peut-être que Napoléon n'avait pas eu d'héritier avec sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Je me souviens surtout qu'elle était cocu. Oui, c'est même pour ça que l'empereur l'a répudiée avant d'épouser la petite nièce de Marie-Antoinette, l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, qui avait le petit avantage d'être la fille de l'empereur François Ier d'Autriche, qui était l'ennemi de Napoléon, donc pour sceller la paix, ça peut aider. Le 20 mars 1811, ça part mal pour l'Aiglon. L'accouchement se passe mal, il faut utiliser les forceps. Quand il entre dans la chambre pour rejoindre Marie-Louise, Napoléon croit d'abord que tout est perdu. D'ailleurs, tout le monde est convaincu que l'enfant est mort-né. Sauf Jean-Nicolas Corvisart, le médecin personnel de l'empereur qui s'acharne. À 9h du matin, le petit crie enfin. L'Empire a un héritier et on fait aussitôt tirer 101 coups de canon pour fêter ça. Aussitôt, Napoléon accorde à son fils le titre de roi de Rome. D'abord parce que c'est joli, ensuite parce que c'est une manière détournée de bien rappeler au pape que c'est qui le patron en Italie ? C'est lui. Le problème, c'est qu'en 1811, tous les voyants commencent à virer au rouge dans l'Empire. Et 3 ans plus tard, en avril 1814, Napoléon doit abdiquer sans condition avant d'embarquer pour l'île d'Elbe. Marie-Louise retourne alors chez son père, l'empereur d'Autriche, avec son fils. Ce qui explique pourquoi le petit n'est pas en France au moment des 100 jours, cet élan fulgurant de Napoléon qui finit par se briser sur la plaine de Waterloo. Au soir du 22 juin 1815, Napoléon doit abdiquer une seconde fois en faveur de son fils de 4 ans. Le lendemain, la Chambre des représentants reconnaît Napoléon II, mais 2 semaines plus tard, le retour des Bourbons met fin à cet épisode confus. L'Aiglon grandit alors en Autriche, à la cour de son grand-père, l'empereur François, qui le titre duc de Reichstadt, du nom d'une région de Bohême où, il faut bien le dire, il ne mettra jamais les pieds. Mais la seule existence de l'Aiglon est un problème. Son père Napoléon a fait peur à toutes les cours d'Europe. Pour beaucoup, le petit Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte est dangereux, rien que par son nom. Les enfants s'agrandissent et l'Aiglon reste une menace latente. Alors, vous savez ce qu'on fait ? On éduque le duc de Reichstadt pour en faire un parfait archiduc autrichien. En lui faisant écouter du Chopin. À 10 ans, quand son père meurt en 1821, ça va être le bicentenaire, ne l'oubliez pas, Je ne la mort l'oublie de pas, je l'ai Napoléon, marqué dans mon agenda. il ne lui reste plus grand-chose de français. Année après année, l'Aiglon devient un jeune homme fragile, au visage élégant et triste. Un visage qu'on dit éclatant de pâleur. Très romantique d'ailleurs. Il a les cheveux blonds, le visage allongé de sa mère, le menton pointu des Habsbourg, et pas grand-chose de son père, à part peut-être le nez un peu busqué. On ne lui a guère appris le français, mais il se débrouille pour retrouver l'histoire de son père dans la bibliothèque du château de Schönbrunn. Il rêve de devenir officier, passe sa vie en uniforme, à s'imaginer un rôle. Et quand ce n'est pas lui qui caresse des rêves de grandeur, on s'en charge à sa place un peu partout en Europe. En 1830, en France, pendant les Trois Glorieuses, on entend crier « Vive Napoléon II » sur les barricades. Pourtant, l'Aiglon est bien loin de vivre à Paris et c'est Louis-Philippe qui grimpe sur le trône. Mais 1830, c'est aussi l'année des révolutions. Et on pense à lui ailleurs, en Pologne, en Corse ou en Belgique par exemple. En pleine révolution, au moment où les Belges secouent la domination hollandaise pour faire du plat pays un royaume, son nom circule avec insistance. À Schönbrunn, l'Aiglon fait mine de s'en amuser, mais tout de même, une couronne, ça reste une couronne. En Pologne aussi, on pense à lui, et même en Corse. Mais 2 murs s'opposent à l'Aiglon. Le premier, c'est Metternich, le très puissant diplomate autrichien qui murmure un jour à une comtesse inquiète que le fils de Napoléon est une fois pour toutes exclu de tous les trônes. Et le deuxième mur, c'est Napoléon Ier lui-même, ce père qui, dans son testament politique, avait supplié son fils
de ne jamais oublier qu'il était né prince français. Un proche de l'Aiglon l'entendit un jour soupirer. Cette phrase contient la règle de conduite de toute ma vie. Mais le destin va rapidement mettre fin au rêve de l'Aiglon. Au début de l'année 1832, il tombe malade, sans doute une forme de tuberculose. Très vite, son état se dégrade. Au printemps, ses médecins lui annoncent qu'il est perdu. Amer, le jeune homme confie à un proche cette phrase « Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. » L'Aiglon meurt à 21 ans, le 22 juillet 1832. Depuis 1940, il repose aux Invalides à quelques mètres de son père. Et où j'ai bien dit, en 1940. Pour tenter d'obtenir l'adhésion de la France et des Français à l'Allemagne nazie, c'est Adolf Hitler en personne qui décida du retour des cendres de l'Aiglon à Paris. La cérémonie eut lieu le 15 décembre dans une ambiance glaciale, au propre comme au figuré. Dehors, les Parisiens s'amusaient à dire que comme les nazis leur piquaient le charbon, ils avaient bien voulu leur redonner quelques cendres. Mais l'Aiglon s'est trompé. Sa vie, certes brève, ne s'est d'une certaine manière pas arrêtée là. Victor Hugo, Edmond Rostand et bien d'autres en ont fait un mythe tragique avec leurs œuvres. Le symbole d'une puissance impériale perdue, la nostalgie aussi, celle d'un destin qui n'aura jamais vraiment pu se réaliser. En 1900, quand Sarah Bernard, à 50 ans passés, joue sur scène le rôle de l'Aiglon dans la pièce de Rostand, c'est un triomphe. Comme si l'Aiglon manquait à ces Français qu'il aurait sans doute aimé connaître et peut-être gouverner. Europe 1, Historiquement vôtre.